Mes parents ont tout donné à mon frère chouchou, puis m'ont demandé de financer leur retraite. J'ai refusé et coupé les ponts. Salut tout le monde, voici un peu de contexte pour commencer. En grandissant, j'ai toujours su que mon frère Alex était le préféré. Vous savez, certaines familles essaient de prétendre qu'elles traitent leurs enfants de manière égale, même si c'est évident que non. Les miens ne se donnaient même pas cette peine. Alex était leur petit prodige depuis le premier jour. Il ne pouvait rien faire de mal, même quand il faisait tout de travers. Pour situer un peu, Alex a 2 ans de moins que moi. J'ai 34 ans maintenant, donc il en a 32. Mais c'est comme s'il n'avait jamais dépassé l'âge de 16 ans. C'est le genre de gars qui a atteint son apogée au lycée, ou du moins, il l'aurait fait s'il avait terminé ses études. Il a abandonné en milieu de première, parce qu'il n'aimait pas qu'on lui dise quoi faire. C'était toujours sa justification pour tout, le travail, l'école, les relations. Peu importe. Dès qu'une figure d'autorité lui donnait des consignes, il s'en allait. Pendant ce temps, moi, je faisais tout correctement. J'étudiais sérieusement, j'obtenais de bonnes notes et je travaillais à temps partiel au lycée pour économiser pour l'université. Mes parents possédaient une petite entreprise de jardinage, un truc correct avec quelques employés. Ce n'était pas prestigieux, mais ça permettait de payer les factures et de remplir le frigo. Ils me faisaient bosser avec eux pendant l'été, tailler les haies, tondre les pelouses, transporter du matériel. Je détestais ça, mais je le faisais parce que je savais que c'était temporaire. J'avais de plus grands projets. Alex, lui, il disparaissait en milieu de journée, prétextant qu'il n'avait pas envie de travailler ou qu'il faisait trop chaud dehors. Mes parents laissaient faire. Il est encore en train de se chercher, disait-il. Se chercher? Il ne faisait même pas l'effort de commencer. Après le lycée, les choses n'ont fait qu'empirer. Pendant que je travaillais 2 emplois à temps partiel et que je suivais des cours du soir pour obtenir mon diplôme, Alex enchaînait les petits boulots temporaires tout en vivant chez nos parents sans payer de loyer. Il se faisait embaucher quelque part, magasin, livraison, peu importe, et quelques semaines plus tard, il démissionnait ou se faisait virer parce qu'il n'aimait pas qu'on lui donne des ordres. À force, mes parents ne demandaient même plus ce qui s'était passé quand il rentrait une nouvelle fois au chômage. Il se contentait de soupirer, il finira bien par trouver quelque chose qui lui convient. Évidemment, ce « quelque chose » n'est jamais arrivé. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme et décroché un poste d'analyste financier, Alex vivait toujours chez eux, empruntant de l'argent pour lancer sa propre entreprise ou investir dans une super opportunité. Rien n'a jamais abouti. Je voudrais dire que j'ai été surpris de voir à quel point il le couvait, mais c'était comme ça depuis toujours. Si j'avais un B sur un contrôle, il me sermonnait parce que je ne faisais pas assez d'efforts. Si Alex échouait à un cours, c'était la faute du prof qui ne comprenait pas son style d'apprentissage. Si je voulais de nouveaux vêtements, je devais économiser. Si Alex voulait des baskets, mes parents lui tendaient leur carte de crédit sans hésiter. C'était comme si nous vivions dans 2 foyers totalement différents. Malgré tout, j'essayais de préserver la paix. Je venais dîner en famille, j'écoutais ma mère vanter l'intelligence d'Alex, malgré toutes les preuves du contraire, et j'acquiesçais quand mon père racontait qu'Alex était sur le point de saisir une grande opportunité. C'était frustrant, mais je ne voulais pas être celui qui provoquait sans cesse des disputes. Je me disais que tant qu'ils ne m'impliquaient pas directement, je pouvais les laisser dans leur bulle. Mais même là, il y avait des fissures. Comme le jour où j'ai entendu ma mère dire à une amie de la famille que je n'avais pas besoin d'autant d'attention parce que j'étais autonome. Ou quand mon père a dit sans détour qu'Alex avait plus de potentiel que moi parce qu'il était créatif. Créatif? Le gars était incapable de gérer un simple budget. Mais bon, je laissais couler. À quoi bon? Quand j'ai approché la trentaine, j'ai commencé à m'éloigner d'eux. Je ne les coupais pas encore de ma vie, juste, je faisais la mienne. J'avais acheté une petite maison, mis un peu d'argent de côté et j'avais enfin l'impression que tous mes efforts portaient leurs fruits. Pendant ce temps, Alex vivait toujours chez nos parents, profitant d'eux et se plaignant de la difficulté de la vie. Le pire? Mes parents trouvaient ça normal. Ils le défendaient même. Il prend juste un peu de temps pour trouver sa voie, disait ma mère. Tout le monde ne découvre pas sa passion tout de suite. Bien sûr, maman. Il cherche depuis plus de 10 ans. Mais encore une fois, je me taisais. Ce n'était pas la peine de se battre. Avec le recul, je crois qu'une partie de moi savait comment tout cela finirait. Le favoritisme de mes parents ne se limitait pas à l'affection ou au soutien émotionnel. Je n'avais simplement pas encore réalisé à quel point ils iraient loin. L'année dernière, tout s'est effondré. Pour donner un peu de contexte, les dîners en famille étaient quelque chose que j'endurais plus que je n'appréciais. En grandissant, j'avais appris que les éviter ne faisait qu'attirer des reproches sans fin. Alors, toutes les 2 semaines environ, j'y allais, je faisais la conversation, je mangeais ce que ma mère préparait et je me rappelais que c'était juste ce qu'un bon fils devait faire. Ces repas suivaient toujours le même scénario. Ma mère m'appelait dans la journée pour me rappeler de venir, comme si j'avais déjà oublié. J'arrivais, je saluais mon père, généralement affalé dans son fauteuil à regarder un match ou un vieux film d'action, puis je parlais un peu avec ma mère pendant qu'elle finissait de cuisiner. Alex, lui, était presque toujours déjà là, assis à table ou sur le canapé,
scotché à son téléphone comme s'il n'avait absolument rien de mieux à faire, ce qui, soyons honnêtes, était probablement vrai. La nourriture était toujours excellente, ma mère était une très bonne cuisinière, mais ça ne compensait pas la gêne de ses conversations. La plupart du temps, ça commençait innocemment. Mon père se plaignait du trafic ou du temps, et ma mère me donnait des nouvelles de gens dont je ne me souvenais même plus. Mais peu importe le sujet, la conversation finissait toujours par tourner autour d'Alex. Alex est tellement occupé avec son entreprise, disait ma mère, comme si elle essayait de s'en convaincre elle-même. Oui, il a de super idées, ajoutait mon père, hochant la tête comme s'il parlait d'un génie de l'entrepreneuriat. Je restais là, mâchant ma nourriture en silence, feignant l'intérêt. J'avais appris à ne pas contredire. Peu importaient les faits, mes parents étaient convaincus qu'Alex redressait la barre. Une fois, j'ai eu la mauvaise idée de demander des précisions. Quelles idées ? Ai-je demandé, vraiment curieux de savoir ce qu'Alex pouvait bien inventer. Ma mère a jeté un coup d'œil vers Alex, qui fixait soudain son assiette avec une concentration extrême. Il parle d'élargir vers les contrats commerciaux, tu sais, les zones de bureaux, les centres commerciaux, des projets plus grands, a-t-elle répondu. Oui, a marmonné Alex sans lever la tête. C'est ambitieux, ai-je dit prudemment. J'ai voulu demander comment il comptait faire ça alors qu'Alex n'était même pas capable d'être ponctuel sur les petits chantiers résidentiels, mais je me suis mordu la langue. De temps en temps, mes parents essayaient de m'impliquer. Tu es doué avec les chiffres, Daniel, m'a dit mon père un soir, sans prévenir. Tu devrais jeter un œil au compte un de ces jours. Peut-être donner quelques conseils à ton frère. Papa, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, ai-je répondu. Pourquoi pas ? Tu pourrais l'aider. Vous êtes de la même famille. J'ai regardé Alex, toujours rivé à son téléphone, et j'ai secoué la tête. J'ai déjà mon propre travail dont je dois m'occuper. Et puis, Alex a l'air de bien gérer tout ça, non ? Mon père s'est tu, visiblement contrarié. Mais je savais que ce n'était pas fini. Ces dîners n'étaient jamais seulement des repas. Ces dîners, en réalité, servaient surtout à sauver les apparences. Mes parents voulaient que je sois là pour que tout ait l'air normal, comme si nous étions cette grande famille heureuse et unie. Mais la réalité en était bien loin. Alex me remarquait à peine la plupart du temps, et quand il le faisait, c'était seulement pour lâcher une remarque sarcastique du genre « Monsieur a un diplôme, un vrai travail, il croit qu'il vaut mieux que moi ». Évidemment, mes parents ne le reprenaient jamais. Ils se contentaient de faire semblant de ne pas entendre ou, pire encore, riaient avec lui comme s'il faisait une blague. Une fois, j'ai parlé d'un projet sur lequel je travaillais et dont j'étais plutôt fier, et Alex a aussitôt lancé « Ah, ça doit être sympa de rester assis à un bureau pendant que les autres font le vrai boulot ». Je l'ai regardé, me demandant si ça valait seulement la peine de répondre. Oui, Alex, ai-je fini par dire. Rester assis à un bureau, c'est épuisant. Tu devrais essayer un jour. Mon père a raclé sa gorge, et ma mère a vite changé de sujet. Alex pense à embaucher plus de personnel pour l'entreprise, dit-elle, comme si c'était une grande nouvelle. Vraiment ? Ai-je demandé en levant un sourcil. Enfin, pas encore, a coupé Alex. C'est juste une idée pour l'instant. J'ai eu envie d'éclater de rire. Évidemment que c'était juste une idée. Avec Alex, tout était toujours juste une idée. Après le dîner, on restait généralement un peu dans le salon. Alex s'affalait sur le canapé, l'air ennuyé. Moi, je sirotais mon café en attendant le moment socialement acceptable pour partir. Ce n'est pas que je détestais ma famille, non. Mais être là-bas, c'était comme remonter dans le temps. Peu importe les changements dans ma vie, rien dans cette maison, ni dans les gens qui y vivaient, n'évoluait jamais. Les mêmes conversations. Les mêmes dynamiques. Les mêmes attentes. Ils me voyaient toujours comme celui qui n'avait besoin de personne, celui qui se débrouillait toujours, celui qui assumait tout seul. Et Alex ? Il restait leur fils en or, celui qu'il fallait choyer et soutenir coûte que coûte, même s'il ne le méritait pas. À chaque fois que je repartais, j'étais vidé. Cette maison aspirait littéralement toute mon énergie. Je montais dans ma voiture, montais le son de la radio et respirais profondément, me rappelant que je n'avais plus à vivre dans ce monde-là. Mais, peu importe à quelle distance je m'éloignais, je savais qu'au bout de 2 semaines, j'y retournerais, assis à la même table, écoutant les mêmes conversations et prétendant que tout allait bien. Alors ce jour-là, c'était censé être un dîner dominical comme les autres. Rien d'extraordinaire. Les mêmes conversations fades, la même mascarade familiale forcée. Je comptais simplement venir, manger la lasagne de ma mère, supporter 1 ou 2 heures des sarcasmes d'Alex et des râleries de mon père sur l'économie, puis rentrer chez moi. Simple, non. Mais cette fois, quelque chose était différent. L'ambiance était étrange dès que j'ai franchi la porte. Ma mère paraissait nerveuse, et mon père, au lieu d'être affalé dans son fauteuil comme d'habitude, était assis à la table. Même Alex avait l'air mal à l'aise, ce qui était rare puisqu'il se comportait d'ordinaire comme s'il était chez lui. Qu'est-ce qui se passe ? Ai-je demandé en posant mes clés sur le comptoir. Rien, répondit ma mère un peu trop vite, la voix plus aiguë qu'à l'accoutumée. Le dîner est presque prêt. Assieds-toi. J'ai froncé les sourcils, mais j'ai obéi et pris ma place habituelle à table. Mon père a toussé légèrement et a échangé un regard avec ma mère, qui lui a fait un petit signe de tête.
Alex, assis en face de moi, fixait son téléphone avec un intérêt soudain. Bon, dit mon père d'un ton inhabituellement grave. Il faut qu'on parle. Et voilà, me suis-je dit. J'ignorais ce qui m'attendait, mais ça ne sentait pas bon. Mon père ne lançait jamais de conversation sérieuse, sauf pour se plaindre ou annoncer une mauvaise nouvelle. On a beaucoup réfléchi à l'avenir, continua-t-il, les mains croisées sur la table, comme s'il s'apprêtait à faire une présentation d'entreprise. Ta mère et moi, on ne rajeunit pas, et on veut s'assurer que tout soit bien organisé. D'accord, ai-je dit lentement, les regardant tour à tour. Ma mère prit le relais, tu sais, l'entreprise, la maison, nos économies. On essaie de trouver la meilleure façon d'assurer la transition. Transition ? Ce mot a immédiatement allumé toutes les alarmes dans ma tête. Ils ne m'avaient jamais parlé de ce genre de sujet. Je savais vaguement qu'ils avaient un plan pour leur retraite, mais je n'avais jamais posé de questions, parce que, franchement, ce n'était pas mes affaires. Mon père hocha la tête. On a pris une décision. Il marqua une pause. On va commencer à se retirer de l'entreprise, et on a décidé de tout mettre au nom d'Alex. J'ai cligné des yeux. Tout ? La maison, l'entreprise, les économies, précisa ma mère, comme si elle s'adressait à un enfant. C'est ce qui a le plus de sens. Je les ai regardés, attendant qu'ils sourient ou qu'ils disent « on plaisante ». Mais non. Ils étaient complètement sérieux. Attendez, ai-je dit, essayant d'assimiler ce que je venais d'entendre. Vous donnez tout à Alex ? Oui, répondit mon père, comme si c'était la décision la plus logique au monde. Pourquoi ? Ma mère inclina la tête avec ce petit air compatissant qu'elle maîtrisait à la perfection. Chérie, tu n'en as pas besoin. Tu as un bon travail, une maison. Alex, lui, a davantage besoin de soutien. De soutien ? Ai-je répété, le mot me brûlant presque la langue. Tu veux dire le type qui n'a même pas terminé le lycée et qui n'a jamais gardé un emploi plus de 6 mois ? Mon père soupira, déjà agacé, ce n'est pas juste, Daniel. Alex a eu plus de mal à trouver sa voie. On veut simplement lui donner une chance de réussir. Une chance de réussir ? Ai-je répété, secouant la tête. Réussir quoi, exactement ? Dilapider votre argent et couler l'entreprise. Daniel, ça suffit, dit ma mère d'un ton sec. Non, sérieusement, repris-je, ma voix montant malgré moi. Vous lui donnez tout. Et moi, j'ai quoi, exactement ? Une tape dans le dos pour avoir été responsable ? Tu n'as pas besoin de quoi que ce soit venant de nous, répondit mon père d'une voix ferme. Tu as toujours été indépendant. Alex, en revanche, pourrait avoir besoin d'un petit coup de pouce. Un petit coup de pouce ? Ils lui cédaient leur maison, leurs économies, leur entreprise, toute une vie de travail à un gars incapable de payer sa propre facture de téléphone. C'était plus qu'insultant. C'était révoltant. J'ai regardé Alex, qui avait enfin posé son téléphone et me fixait avec ce petit sourire suffisant. Il ne disait rien, mais il n'en avait pas besoin. Son expression disait tout, dommage pour toi, frangin. Incroyable, ai-je soufflé, repoussant ma chaise. Daniel, s'il te plaît, dit ma mère d'une voix tremblante. Ne transforme pas ça en dispute. On ne veut pas te blesser. On pense juste que c'est ce qu'il y a de mieux pour la famille. Le mieux pour la famille ? Ai-je répété, un rire amer dans la voix. Non. C'est le mieux pour Alex. Et quand il aura tout gâché, parce qu'on sait tous qu'il le fera, vous ferez quoi ? Vous viendrez me demander de réparer les dégâts ? Ce n'est pas juste, répéta mon père, la mâchoire crispée. Alex est capable. Il a fait des efforts ces derniers temps, et on lui fait confiance pour gérer ça. Fait des efforts ? Ai-je explosé ? En venant travailler 2 fois par semaine et en scrollant sur son téléphone le reste du temps ? Oui, ça, c'est de la vraie responsabilité. Alex décida enfin de parler, tu es juste jaloux, lança-t-il, la voix pleine de fausse assurance. Ce n'est pas parce qu'ils me font confiance que tu dois faire ta crise. J'ai éclaté de rire, incrédule. Te faire confiance ? C'est une bonne blague, Alex. Ça n'a rien à voir avec la confiance. Ils sont juste trop aveugles pour voir qui tu es vraiment. Ça suffit, s'écria ma mère en frappant la table de la main. Ce n'était pas souvent qu'elle haussait la voix, et d'habitude, ça suffisait à calmer tout le monde. Mais pas cette fois. Non, ai-je dit. Pas cette fois. Ce n'est pas suffisant, dis-je en me levant. Vous avez fait votre choix. Très bien. Donnez tout à Alex. Daniel, s'il te plaît, dit mon père d'une voix plus douce. Ne pars pas comme ça. On est toujours une famille. Je secouai la tête. Une famille ? Non, papa. Une famille, c'est censé se soutenir. Ce point d'interrogation, comme tu appelles ça, c'est juste du favoritisme. Pur et simple. Sans un mot de plus, j'attrapai mes clés et sortis. J'entendis ma mère m'appeler pendant que je franchissais la porte, mais je ne me retournai pas. Le trajet du retour fut l'un des plus longs de ma vie. Mes mains tremblaient, mon esprit tournait à 100 à l'heure. Une partie de moi n'arrivait pas à croire ce qui venait de se passer, mais une autre n'était pas du tout surprise. Ils avaient toujours préféré Alex. C'était juste la conclusion logique de toutes ces années de complaisance et de favoritisme. Mais savoir cela ne rendait pas les choses plus faciles à accepter. En arrivant chez moi, j'avais pris ma décision.
Je n'allais pas les laisser m'entraîner dans ce chaos. Il voulait qu'Alex ait tout? Très bien. Mais il n'allait pas m'utiliser comme filet de sécurité quand tout s'effondrerait. Pas cette fois. Après ce dîner, j'ai pris mes distances. Pas de manière dramatique du genre vous n'entendrez plus jamais parler de moi, mais plutôt calmement, du genre j'ai besoin d'espace avant de perdre la tête. Je n'ai pas bloqué leur numéro, mais je ne répondais pas non plus à leurs appels. Ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts pour me recontacter, alors j'en ai conclu que ce silence convenait à tout le monde. Les premières semaines furent presque paisibles. Plus de conversations forcées, plus de soirées passées à écouter encore et encore les histoires sur Alex est tellement génial. J'avais retrouvé mes soirées et mes week-ends, sans l'épuisement émotionnel que provoquait leur visite. Mais cette paix s'accompagnait d'une frustration constante. Je ne cessais de me poser les mêmes questions, comment peuvent-ils ne pas voir à quel point tout cela est injuste? Pense-t-il vraiment qu'Alex est capable de gérer une entreprise? Que va-t-il se passer quand tout s'écroulera? Je voulais tourner la page, mais la colère restait là, bouillonnant sous la surface. Ce n'était pas seulement une question d'entreprise, de maison, ou même d'argent. C'était une question de principe. Ils avaient passé ma vie entière à traiter Alex comme le centre du monde, et maintenant ils avaient poussé cette logique jusqu'à l'extrême. Ils ne se contentaient plus de le favoriser, ils lui avaient remis tout leur héritage sur un plateau d'argent, sans même faire semblant de m'inclure dans la décision. Quelques semaines plus tard, j'ai eu des nouvelles inattendues. Je prenais un café avec un vieil ami du lycée, Mike, qui vivait toujours dans le coin. On discutait quand il a mentionné l'entreprise de mes parents. Alors, comment va la société de paysagisme? Demanda-t-il en remuant son café. J'ai entendu dire qu'Alex la dirige maintenant. Ouais, répondis-je, essayant de garder un ton neutre. Ils lui ont tout confié. Mike leva un sourcil. Intéressant. J'ai croisé Tony l'autre jour. Tu te souviens de Tony, non? Il bosse pour tes parents depuis toujours. Oui, je vois qui c'est. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Mike se pencha légèrement, comme s'il allait me révéler un secret croustillant. Apparemment, les choses ne vont pas bien. Tony dit qu'Alex prend de mauvaises décisions. Il accepte des chantiers trop gros pour l'équipe, il soupait les gars, ce genre de truc. Je soupirai. Ça ne m'étonne pas. Il n'a jamais su réfléchir à long terme. Mike hocha la tête. Tony dit que ton père gère encore pas mal de choses au quotidien, mais c'est clair qu'Alex est dépassé. Ça ne m'étonne pas non plus, murmurai-je. C'est dommage, dit Mike. Tes parents se sont tellement investis dans cette entreprise. Ouais, répondis-je, sentant la frustration remonter. Et maintenant, il la laisse à Alex, qui l'amène droit à la ruine. Entendre cela confirma ce que je soupçonnais déjà, Alex n'était pas fait pour diriger une entreprise, et mes parents étaient trop aveuglés par leur favoritisme pour le reconnaître. Aussi agaçant que ce soit, je n'avais pas l'intention d'intervenir. Cette entreprise, c'était leur fierté, le fruit de leur sueur et de leurs sacrifices pendant des décennies, et maintenant, ils la regardaient s'effondrer sans rien dire. Une partie de moi avait envie de les appeler pour leur dire je vous l'avais bien dit. Mais une autre ressentait juste de la tristesse. Pas pour eux, mais pour l'entreprise et les employés qui devaient galérer à sauver ce qui pouvait l'être. Après cette conversation, je me suis encore plus éloigné. Mais il n'a pas fallu longtemps avant que les fissures deviennent visibles. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un message vocal de ma mère. Sa voix paraissait légère, mais je pouvais entendre la tension en dessous. Salut, mon chéri, c'est maman. Je voulais juste savoir comment tu vas. Rappelle-moi quand tu as un moment. Je t'aime. Je ne l'ai pas rappelé. Pas parce que je ne tenais pas à eux, mais parce que je savais très bien de quoi elle voulait parler. Dans les semaines suivantes, j'ai reçu d'autres messages et textos d'elle, tous avec ce ton faussement joyeux qui masquait sa détresse. Alex, bien sûr, ne m'a jamais contacté. Pourquoi l'aurait-il fait? Il devait encore se croire le grand patron, même si tout s'écroulait autour de lui. Pour la première fois de ma vie, je me sentais complètement détaché de ma famille. Et tu sais quoi? Ce n'était pas aussi terrible que je le pensais. Je ne regrettais pas le drame. Je ne regrettais pas la sensation constante d'être le second choix. Je ne regrettais pas le poids de leurs attentes sur mes épaules. Après des semaines de silence, je pensais qu'ils avaient enfin compris le message. Mais mes parents étaient persistants, surtout quand il s'agissait de réparer les bêtises d'Alex. L'escalade suivante arriva sous la forme d'un long mail de ma mère. Daniel, je sais que tu es en colère, mais on traverse une période très difficile. Alex est sous une énorme pression, et les choses ne se passent pas comme prévu. Il fait de son mieux, mais c'est beaucoup à gérer pour lui. Ton père et moi faisons tout ce qu'on peut, mais on est à bout. Peux-tu juste nous parler? On a besoin de ton avis. On a besoin de toi. Je n'étais pas celui qui les avait mis dans cette situation. Ils avaient fait leur choix, donné tout à Alex, sans même me consulter. Et maintenant que tout s'effondrait, ils s'attendaient à ce que je vienne les sauver? Ce n'était pas mon rôle. Quelques jours plus tard, j'ai croisé un ancien employé de mes parents, Jeff, à la poste. Jeff avait travaillé pour eux des années, mais il était parti peu après qu'Alex ait pris les commandes. Et, Daniel, dit-il en me reconnaissant dans la file. Tu as une minute? Oui, répondis-je, me préparant à ce qu'il allait dire. Tu es au courant de ce qui se passe avec l'entreprise? Demanda-t-il à voix basse. J'en ai entendu parler un peu, répondis-je.
Quoi de neuf? Jeff secoua la tête. Mec, c'est la catastrophe. Alex ne sait pas ce qu'il fait. Il accepte des contrats beaucoup trop gros pour l'équipe et casse les prix juste pour décrocher du boulot. Il ne gagne presque rien sur la plupart des chantiers. Ça ne m'étonne pas, dis-je calmement. Et encore, ce n'est pas le pire, continua Jeff. Il se dispute avec tout le monde. Même avec les bons gars, ceux qui étaient loyaux envers tes parents depuis des années. Beaucoup sont partis. Il ne reste qu'une poignée d'ouvriers maintenant. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Murmurai-je. Jeff hocha la tête. Je déteste le dire, mais si les choses continuent comme ça, je ne pense pas que l'entreprise tiendra encore très longtemps. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu un nouvel appel de ma mère. Cette fois, j'ai répondu. Daniel, dit-elle, sa voix un mélange de soulagement et de frustration. Ça fait des semaines que j'essaie de te joindre. Pourquoi tu ne nous as pas rappelé? Parce que je sais ce que tu vas me demander, et la réponse est toujours non, dis-je directement. Daniel, s'il te plaît, répondit-elle, la voix tremblante. On est vraiment dans une situation difficile. Alex a du mal, et on ne sait plus quoi faire. L'entreprise s'effondre. Je suis désolé d'apprendre ça, répondis-je, même si mon ton devait clairement montrer que je ne l'étais pas tant que ça. Tu dois comprendre, continua-t-elle, ignorant mon manque d'enthousiasme. On voulait juste donner une chance à Alex. On pensait qu'il apprendrait à assumer ce rôle. Eh bien, il ne l'a pas fait, répondis-je sèchement. Et maintenant, vous subissez les conséquences de cette décision. Ce n'est pas comme ça, c'est exactement comme ça, l'interrompis-je. Je ne le ferai pas, maman. C'est terminé. Elle ne dit rien pendant un moment, et je l'entendis retenir ses sanglots. Finalement, elle murmura, j'aimerais juste que tu comprennes. On t'aime tous les deux, Daniel. On n'a jamais voulu te faire sentir que tu n'étais pas important. Vous ne vouliez pas, dis-je en secouant la tête. Mais c'est pourtant ce que vous avez fait. Au cours des semaines suivantes, j'ai commencé à recevoir des appels d'autres personnes, des proches, des amis de la famille, même d'anciens voisins. Apparemment, mes parents racontaient à tout le monde à quel point ils étaient en difficulté et que je refusais de les aider. Une de mes tantes m'a appelé, me lançant aussitôt une tirade culpabilisante. Daniel, qu'est-ce qui ne va pas chez toi, dit-elle d'un ton sec. Tes parents sont en galère, et toi, tu restes là à ne rien faire? Ce n'est pas comme ça qu'une famille fonctionne. Ils ne pouvaient pas prévoir ce qui allait arriver, continua-t-elle. Ils ont juste voulu faire ce qu'il y avait de mieux pour lui, et maintenant ils ont besoin de toi. Tu vas vraiment leur tourner le dos? Oui, répondis-je simplement. Quel genre de fils fait ça? Lança-t-elle, outrée. Le genre de fils qui en a marre d'être le plan de secours, répliquai-je avant de raccrocher. Pendant ce temps, la situation de l'entreprise empirait encore. Alex, fidèle à lui-même, refusait d'assumer la moindre responsabilité. D'après ce qu'on me rapportait, il rejetait la faute sur les employés, les clients, l'économie, surtout, sauf lui-même. Mes parents, bien sûr, continuaient de le défendre. Il fait de son mieux, disait ma mère dans un message vocal. C'est juste une période difficile pour tout le monde. Mais ce n'était pas juste une période difficile. C'était une catastrophe. L'entreprise perdait de l'argent à vue d'œil, et mes parents étaient sur le point de tout perdre. Et même là, ils ne pouvaient pas admettre qu'ils avaient fait une erreur. Un samedi matin, ils sont venus chez moi sans prévenir, alors que je profitais de ma routine habituelle, un café, le calme, et aucune obligation immédiate. On frappa à la porte, un coup sec et déterminé. Le genre de frappe qui te dit que la personne derrière n'est pas là pour une simple visite amicale. J'ouvris la porte et les vis sur le perron. Mon père était raide, l'air à la fois agacé et épuisé, tandis que ma mère triturait nerveusement la sangle de son sac à main. Ses lèvres étaient serrées en une fine ligne. Pendant un instant, j'ai envisagé de refermer la porte et de prétendre que je n'étais pas là, mais je savais qu'ils ne partiraient pas sans avoir dit ce qu'ils avaient à dire. On peut entrer, demanda mon père, sans que ce soit vraiment une question. Je m'écartai, les laissant passer. Ils ne prirent pas la peine d'attendre une invitation pour s'asseoir. Mon père se laissa tomber dans le fauteuil comme s'il était chez lui, et ma mère s'assit au bord du canapé, les mains crispées sur son sac comme si c'était une bouée de sauvetage. Il y eut un silence pesant. J'étais debout, appuyé contre le mur, attendant qu'ils en viennent au fait. Je n'eus pas à attendre longtemps. Il faut qu'on parle, dit mon père, d'une voix ferme, lourde de déception. Franchement, Daniel, on est déçu de toi. Je clignai des yeux, surpris par sa franchise. Déçu? Oui, répondit-il. Ça fait des semaines qu'on essaie de te faire entendre raison, et tu nous ignores. Tu tournes le dos à ta famille, et ce n'est pas comme ça qu'on t'a élevé. Ma mère acquiesça, l'air peiné. On s'attendait à mieux de ta part, Daniel. Tu as toujours été le plus fiable, celui sur qui on pouvait compter. Mais maintenant qu'on a le plus besoin de toi, tu refuses d'aider. Une vague d'incrédulité m'envahit. Ils n'étaient pas venus pour s'excuser, ni pour discuter calmement. Ils étaient venus pour me culpabiliser. On pensait avoir mieux élevé que ça, continua mon père, la voix de plus en plus dure. Après tout ce qu'on a fait pour toi, après tous les sacrifices qu'on a consentis, c'est ainsi que tu nous remercies, en ignorant nos appels et en nous laissant nous débrouiller seuls? Ils continuèrent,
énumérant chaque prétendu sacrifice qu'ils avaient fait pour moi, comment ils avaient payé mes activités d'enfant, soutenu mes études, offert un toit au-dessus de ma tête. Mon père parla de toutes les heures de travail qu'il avait faites pour subvenir à nos besoins, et de la façon dont il espérait que je prendrais la relève un jour. Et maintenant, ajouta ma mère d'une voix tremblante, tu ne tournes pas seulement le dos à Alex, mais aussi à nous. On vieillit, Daniel. On ne pourra pas travailler éternellement. On pensait que tu comprendrais ça, que tu serais là pour nous aider quand le moment viendrait. Mais à la place, tu nous laisses sans rien. Voilà. C'était ça, la vraie raison de leur visite. Ils n'étaient pas seulement contrariés que je n'aide pas Alex, ils étaient en colère parce que je ne prenais pas soin d'eux non plus. Ils avaient toujours compté sur moi pour être leur plan de retraite, leur filet de sécurité, celui qui porterait leur fardeau quand ils ne pourraient plus le faire eux-mêmes. Je les laissais parler. Je ne les interrompis pas, je ne me défendis pas. Je me contentais d'écouter, les bras croisés, pendant qu'ils déposaient toutes leurs attentes à mes pieds, comme si c'était ma faute si leur plan s'était écroulé. Quand ils eurent fini, mon père se renfonça dans le fauteuil, croisa les bras et dit d'un ton glacial, « Tu as été très clair sur ta position. Et franchement, c'est décevant. » Ma mère renifla et sortit un mouchoir de son sac. « On ne mérite pas ça, Daniel. » Je pris une grande inspiration, laissant leurs mots flotter un instant dans l'air. Puis, calmement, je répondis, « Tu as raison. Vous ne méritez pas ça. Vous ne méritez pas d'être dans ma maison, ni dans ma vie. Vous méritez de faire face aux conséquences de vos propres actes, comme tout le monde. Vous avez décidé qu'Alex méritait tout le soutien, toute la reconnaissance, toute la sécurité financière. Très bien. Alors maintenant, c'est à lui de vous aider. » Je l'ai regardé fixement. « Et maintenant, regardez-vous. Vous venez chez moi pour que je nettoie les dégâts? Ce n'est pas comme ça que ça marche. » Mon père ouvrit la bouche, mais je levai la main pour le faire taire. « Vous n'avez pas le droit de me dire que je vous déçois alors que vous avez passé toute ma vie à me faire sentir invisible. Vous n'avez pas le droit de me culpabiliser après m'avoir ignoré pendant des années, après avoir fait comprendre qu'Alex était le seul qui comptait. Vous avez fait vos choix, maintenant assumez-les. » Ma mère éclata en sanglots, des pleurs incontrôlables qui remplirent la pièce. Mon père resta immobile, le visage dur, mais je vis la défaite dans ses yeux. Ils étaient venus pour me faire honte, et c'est eux qui repartaient humiliés. Un long silence suivit. Finalement, mon père soupira, se leva lentement. « Tu as raison, dit-il d'une voix basse, les épaules affaissées. On a fait des erreurs. On pensait bien faire, mais on s'est trompé. On aurait dû agir autrement. On aurait dû mieux te traiter. » Ma mère hocha la tête entre deux sanglots. « On est désolé, Daniel. Vraiment. On pensait aider Alex, on ne s'est pas rendu compte. » Elle s'interrompit, incapable de finir sa phrase. Je ne dis rien. À quoi bon? Leurs excuses ne changeaient rien. Elles ne pouvaient pas effacer des années de favoritisme ni guérir les blessures qu'ils avaient laissées. On veut se rattraper, dit mon père d'une voix lourde. On ne sait pas comment, mais on veut essayer. Je secouai la tête. Peu importe ce que vous ferez, ce sera trop tard. C'est fini. Ils partirent quelques minutes plus tard, abattus et pleins de remords. Ma mère se retourna plusieurs fois en sortant, comme si elle espérait que je changerais d'avis, mais je ne bougeais pas. Je n'étais pas intéressé par une réconciliation sous ces conditions. J'avais besoin de temps, d'espace, et eux devaient affronter les conséquences de leur choix. Quant à Alex, d'après ce que j'ai entendu, il continue de rejeter la faute sur tout le monde. Apparemment, il raconte à qui veut l'entendre que nos parents l'ont saboté en ne le soutenant pas assez, ce qui est plutôt ironique, vu qu'ils lui ont tout donné. Typique d'Alex. La bonne nouvelle, c'est que je me sens plus léger maintenant. Couper les ponts n'a pas été facile, mais ça en valait la peine. Pour la première fois depuis des années, je me concentre sur moi, je voyage, je découvre de nouveaux passe-temps, je vis enfin ma vie sans porter leur fardeau. À tous ceux qui vivent une situation similaire, il est acceptable de partir. Il est acceptable de choisir soi-même. Parfois, la seule façon d'avancer, c'est de lâcher prise. Merci de m'avoir écouté. Je vous tiendrai au courant si quelque chose change, mais pour l'instant, je me concentre sur moi et ça fait du bien.